Donc, je vais commencer rapidement par Monsieur Touré et Monsieur Oumar Ba, parce que vous êtes publié par des éditeurs. Quelle différence ça fait? Être publié par des éditeurs, parfois c'est juste par commodité. Parce que je pense que donc c'est une partie de la pensée, hein? Donc c'est par commodité, mais il y a d'autres raisons également. Mais par commodité, parce que bien souvent, quand vous êtes dans le milieu professionnel, vous n'avez pas le temps de faire tout le parcours de l'éditeur qui est un professionnel, et vous êtes également un professionnel donc dans un autre domaine. De sorte que vous vous dites donc de façon très peut-être paresseuse pour ma part, hein, qu'il est plus facile de lui laisser donc ce chantier et que c'est à lui peut-être de faire ce travail d'édition, ce travail de promotion, ce travail de marketing de l'ouvrage, ce travail même quelquefois de présentation de l'ouvrage au prix. Donc vous ne vous occupez plus de l'ouvrage quand il sort. De sorte que quand vous êtes au Sénégal, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sorti de cette galère puisque au fond, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même consacrer quelques samedis ou dimanches lorsqu'il y a des activités. Mais vous ne devriez pas être assujetti quand même à faire ce suivi, vous-même être à la place un peu de l'éditeur. Et Dieu sait que les auteurs le font. Donc cet aspect-là, on peut le considérer. Il y a un professionnel qui gère ces aspects, vous le lui confiez. Il y a un autre aspect également, c'est que puisque dans notre conception en général, l'on se dit que effectivement, c'est des professionnels qui sont reconnus dans leur domaine. Il y a un étalonnage, ils en savent plus que nous en saurions, puisqu'ils ont un référencement, ils ont des sites pour certains, ils ont donc un ancrage dans le monde. Donc l'on se dit également que vraiment c'est la bonne voie pour plus partager également ce que l'on fait, puisque quand on écrit, on a donc cette ouverture vers le monde, on a ce partage. De la même manière, je le disais quelque part, que enfant, on a lu Paul Buck et on a connu l'histoire de la Chine, on connaît les Chinoises, leur traumatisme des pieds qui sont enroulés dans des bandelettes. On a connu donc certaines autres sociétés lointaines dont on partage soit les traditions ou pour lesquelles on a des vécus totalement différents. Donc l'on sait également que notre ouvrage, quel qu'il soit, il peut entrer dans les chaumières les plus lointaines, puisque c'est l'éditeur justement qui s'en charge. Alors que peut-être que si c'était nous n'aurions pas donc cette possibilité. Mais il faut dire que le chemin de croix auquel nous sommes soumis, donc ce parcours du combattant donc qui nous fait face à chaque fois, nous fait aussi réfléchir sur le fait que lorsqu'on voit d'autres expériences qu'il y a alentour, mon ami Thierry Akpo, donc d'autres également éditeurs qui ont commencé par être auteurs, qui se sont publiés et qui publient d'autres auteurs, l'on se demande quelquefois, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'être son propre éditeur? Mais j'avoue que je n'ai pas encore eu le courage de franchir le pas, de dire que c'est ma maison, je me produis moi-même, même si je ne produis pas les autres, parce que simplement je voudrais bien avoir 100% des droits de l'ouvrage plutôt que par exemple 10%, 15%, ou pour certains même 1% à partir de... Donc, c'est vraiment le chemin de croix et parfois nous nous interrogeons nous-mêmes par rapport à ce parcours, cette trajectoire. Merci Monsieur Ba. Monsieur Touré, vous avez le même pressentiment, le même avis? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question assez complexe. Moi, j'en suis à 6 ouvrages. Tous les 6 ont été édités par des éditeurs. D'ailleurs, bon, moi, je change souvent d'ailleurs parce que mon premier ouvrage, c'était un essai, c'était à Fort-de-Brousse. Le deuxième, c'était ma thèse que j'avais publiée à l'Harmattan Paris. Install à l'Harmattan Sénégal n'existe pas encore. Et après, il y a eu le super-héros au NEAS. Après, Thé Rouge à Abyss Édition. L'homme aux Sauderies aux éditions Nara. Et puis, celui-là à l'Harmattan Sénégal. Bon, je pense que l'avantage d'être édité dans une maison d'édition référencée, c'est que d'abord, il y a un comité de lecture. En tout cas, ils sont censés avoir un comité de lecture. Donc, qui corrige le manuscrit, qui donne un avis, en tout cas, et puis après, bon, qui permet la publication.
L'autre avantage, c'est que aussi vous pouvez bénéficier du fonds d'aide à l'édition. Voilà, moi, j'ai eu la chance, sur mes 6 ouvrages, les 5 ont été financés par le fonds d'aide. Moi, j'ai jamais sorti un franc pour sortir un livre. Voilà, donc ça aussi c'est l'avantage. Voilà, parce que soit l'auteur lui-même peut saisir le ministère de la Culture pour demander à ce que son manuscrit soit financé dans le fonds, soit l'autre démarche, c'est qu'il s'arrange avec l'éditeur qui lui-même bénéficie du fonds pour que l'ouvrage soit publié dans le cadre du fonds. Voilà, donc ça c'est une chance. Bon, maintenant ce que dit M. Bass, c'est vrai, parce que les éditeurs aussi, tout n'est pas parfait. Voilà, bon, certes vous signez un contrat, bon, il y a des pourcentages pour les droits d'auteur, mais bon, parfois vous ne touchez jamais de droits d'auteur. Voilà, moi je crois que j'en suis à 6 ouvrages, j'ai touché une seule fois. Donc ça veut dire qu'on n'écrit pas vraiment pour s'enrichir, en tout cas au Sénégal. Voilà, sauf si vous avez la chance d'avoir... Tout le monde n'est pas Mohamed Bougarsar, bon, qui a le prix Goncourt, qui a vendu 570 000 exemplaires, traduits dans 38 langues. Bon, ça c'est une exception remarquable. Mais quand on publie ici au niveau local, vraiment, c'est pas du tout évident. Voilà, c'est pas du tout évident. D'abord, c'est pas évident de vendre, parce que le marché... Je ne dis pas que le marché est restreint, mais peut-être les stratégies de communication ne sont pas assez efficaces, quoi. Voilà, et puis... le lectorat est là, mais bon, le livre n'arrive pas toujours au lectorat. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes, bon, sans compter aussi, bon, parfois le respect des contrats aussi, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Bon, donc je ne peux pas en tout cas préjuger de l'auto-édition, parce que moi-même j'ai été toujours édité chez des éditeurs référencés. Bon, mais je comprends aussi la position de M. Ba. Voilà, avoir 100% de ses droits, être tout à fait autonome, c'est vrai. Mais bon, il peut y avoir aussi peut-être parfois un risque. Parce que aussi, s'éditer soi-même, parce qu'on voit de nos jours, on voit beaucoup d'écrivains qui sont en même temps éditeurs. D'ailleurs, je crois même que c'est la majorité. Voilà, parce que quand on prend les maisons d'édition qui ne sont pas tenues par des écrivains, elles sont minoritaires. Je crois qu'à part l'Harmattan, à part Nara, à part l'Enéas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui sont battues par des écrivains. Et voilà. Et ça reste un problème. Je pense que je pense que dans l'absolu, c'est peut-être pas aussi vertueux que ça. Parce que si moi j'ai une maison d'édition, je publie mes propres ouvrages. Bon, je vous dis qu'il n'y a pas un comité de lecture qui va me dire bon non c'est mauvais, ne publie pas. Voilà. Donc bon. Je pense que dans une situation comme dans une autre, il peut y avoir des inconvénients et des avantages. Voilà. M. Ndiaye, vous avez mis en place une maison d'édition, vous auto-éditez vous-même. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous irez vers une maison d'édition ou vous préférez être en auto-édition aujourd'hui? Est-ce que c'est un système qui vous arrange? Voilà, merci beaucoup Judith. Moi je dirais que mes 4 premiers ouvrages ont été édités par un éditeur traditionnel. Bon, un éditeur traditionnel mais quand même qui a une très grande différence par rapport aux autres du point de vue de sa philosophie et du point de vue de la démarche. Donc c'est la maison d'édition Diaspora Noire, donc de Madame Ilogui Aber, qui était à Montréal et après qui est rentrée au Sénégal. À un certain moment, j'ai travaillé avec elle en tant que collaborateur et elle m'a confié donc comment on le dit encore, 2 collections que j'ai dirigées, la collection Wahtan, c'est-à-dire qui est éditée en langue nationale, et la collection Conscience, tout ce qui est trait à la spiritualité et à la publication philosophique. Bon, j'ai appris avec elle le métier de l'édition. Donc j'ai appris sur le tas et de fil en aiguille quand même. Je connaissais vraiment tous les rouages de l'édition. Surtout lorsqu'elle était à Montréal, c'est moi qui étais au Sénégal, c'est moi qui m'occupais de toutes les tractations. Bien, arrivé à un certain moment, on ne travaillait plus, on n'avait aucun problème, mais on ne travaillait plus. Et cet ouvrage, quand je l'ai terminé, je suis allé dans une maison d'édition, bon je ne dirai pas le nom, au Sénégal. Et dès que je leur ai envoyé le manuscrit, une semaine après, ils me répondent pour me dire il faut d'abord verser une caution de 500 000 avant qu'on puisse vous donner la réponse. Je dis waouh, si je prends 500 000 déjà, je peux faire combien d'exemplaires avec 500 000 si le livre est bon? Je ne réponds pas. Et j'étais révolté en fait,
je commence à cogiter. Parce que ce qui m'a le plus révolté, c'est que non seulement, des fois, ils vous demandent de l'argent, mais en plus, M. Balatalo, le contrat que vous signez, c'est pas toujours un contrat qui est à l'avantage de l'auteur. Il y a un pourcentage qui est pris par la maison d'édition. Ensuite, il place le livre dans une librairie. La librairie aussi a son pourcentage. Et finalement, même le travail de communication, de marketing qu'ils devaient faire autour de l'ouvrage, la plupart du temps, ils ne le font pas. Ils mettent ça dans une librairie et puis c'est terminé. Il y a peu de maisons d'édition qui prennent le temps vraiment de faire un marketing autour des ouvrages qu'ils ont édités. Alors je me suis dit, mais moi, j'ai appris le métier d'éditeur, même si je ne suis pas encore un professionnel là-dessus. Mais ce que j'apprends, ce que j'ai dit aux gens dans le livre, il faut que je le pratique moi-même. Ce n'est pas impossible. Il faut essayer. Alors je suis allé à l'APIX et j'ai fourni toute la paperasse nécessaire pour monter mon cabinet. Et dans ce cabinet, j'ai ouvert une branche édition. J'ai écrit à l'AFNIL en France, qui s'occupe de tout ce qui est numéro ISBN et tout. Donc légalement et tout, je me suis occupé de tout. On m'a envoyé des numéros ISBN. Et cet ouvrage, je l'ai donné au moins à 5 autres personnes pour relire, qui ont relu, corrigé. Et je me rappelle, il y a un professeur de français avec qui, c'est le petit frère à mon épouse, qui l'a lu et qui m'a dit, sur certaines choses, il n'était pas d'accord. Mais moi, je me disais toujours que c'était bien d'avoir un œil extérieur comme vous l'avez. Et c'est ça le danger en réalité de l'auto-édition. Si vous n'avez pas l'honnêteté de vous remettre votre ouvrage à un œil extérieur, vous pouvez publier n'importe quoi. Mais moi, je prends toujours le temps de donner au moins à 5 autres personnes qui lisent et je prends compte de tout cela maintenant avant d'éditer. Après cela, maintenant, si cette lecture est faite, moi j'ai un imprimeur avec qui je travaille, donc ça passe à l'impression et je fais ma propre publicité, ma propre communication, je vends mon livre, je mets dans ma poche. Il n'y a pas de pourcentage pour qui que ce soit. Voilà. Alors, la difficulté maintenant se situe où? C'est-à-dire que financièrement, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Parce que si vous n'avez pas les moyens financièrement, on sait que même l'impression d'un livre au Sénégal, c'est très cher. Ce livre-là, un seul exemplaire, je l'ai imprimé à 5 000 francs. Donc vous voyez, si vous voulez en faire beaucoup d'exemplaires, il faut avoir un certain matelas financier, ce qui n'est pas donné peut-être à tout le monde. Alors, mais au-delà de l'auto-édition, ce qui m'a surtout poussé dans cela également, je me suis dit, il y a tellement de jeunes actuellement qui veulent écrire, qui écrivent même, mais qui ne peuvent pas être édités. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur le roman d'un étudiant de 2e année de licence à l'université, qui a écrit un très bon roman, donc que je vais éditer. Le roman est en correction dans le comité de lecture. Et l'année dernière, j'ai édité un ouvrage sur l'histoire du Sine et du Saloum, donc d'un directeur d'école à la retraite. Donc un très bel ouvrage d'ailleurs, qui est presque épuisé, il ne reste que 4 exemplaires. Donc voilà en gros ce qui m'a poussé vraiment à me lancer dans l'auto-édition. Donc il y a des avantages, c'est vrai, mais il y a également des risques. Il y a des risques. C'est-à-dire si on n'y met pas tout le sérieux qu'il faut, je pense qu'on ne va pas faire une bonne production. Et l'autre chose qui m'a posé, il y a un frein également dans les maisons d'édition, parce que chaque maison d'édition a sa ligne. Des fois, ils vous disent, non, je ne publie pas ce qui est religieux. Je ne publie pas ceci, je ne publie pas cela. Moi, je dis, je publie tout. Parce que il ne faut pas quand même enfermer l'esprit humain. Maintenant, je ne publie pas ce qui peut faire mal à la société. Mais tant que ça ne fait pas mal à la société, c'est une production intellectuelle. Et je prends le temps également, si je ne connais rien dans le domaine, je donne ça à quelqu'un qui est dans le domaine, qu'il me donne son avis. Et je pense que ça également, c'est important. Parce que ce que nous devons faire en tant que des personnes qui s'auto-éditent, c'est véritablement faire de la qualité. La qualité aussi bien dans le contenu que le contenant. Il y a des ouvrages, tu les prends, tu fais comme ça, c'est déjà fini. Et moi aussi, je tiens à cela. Donc, il y a véritablement beaucoup d'avantages, mais également, il y a des inconvénients. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché, un peu, l'auto-édition, le marché du livre, c'est un peu démocratisé, hein, on peut dire. Est-ce que véritablement vous sentez un impact majeur au niveau du marché de la littérature? Est-ce que vous sentez qu'il y a véritablement des lignes qui bougent? Je ne sais
pas si les lignes bougent, mais je sais qu'il est possible de les faire bouger. Moi, j'y crois. Et c'est pourquoi à chaque fois que j'ai eu des contacts avec des éditeurs, puisque j'en ai beaucoup changé effectivement, et j'ai la chance également donc de ne pas donner de l'argent pour être édité. Donc à chaque fois que j'ai eu contact dans ma démarche d'esprit, je leur ai demandé d'abord est-ce que pour eux, il était possible donc de produire quelque chose donc que l'on pourrait vendre à 1000 francs, 1500 francs. Parce que moi, je me dis, quand vous êtes un éditeur, vous devrez être intéressé par un auteur que vous jugez donc être capable d'écrire dans la qualité. Vous devez également voir si l'écrivain a du souffle. Donc, si vous êtes dans cette démarche partenariale où vous accompagnez, et voir également est-ce que vous avez le même esprit. Et puisqu'il faut lire pour être lu, non, il faut écrire pour être lu, donc il faut également voir comment faire accéder vos ouvrages donc aux lecteurs. Et moi, je trouve que l'un des principaux freins donc au livre au Sénégal, c'est le prix, c'est le coût. Et c'est pourquoi je demandais à chaque fois, est-ce qu'il est possible? Mais beaucoup d'éditeurs me disent non. A priori, non. Alors que je me dis, quand je regarde ce que font les autres, quelquefois vous voyez de petits ouvrages sous forme de feuillets d'une vingtaine de pages, de petits, vraiment petits formats, quelquefois vous en avez de plus gros. On peut les vendre à l'enfant qui veut apprendre une tranche d'histoire, on peut le vendre au touriste qui veut découvrir, donc lire facilement quelque chose. Donc il y a tellement de formats qu'on peut exploiter et qui se font déjà, mais je trouve qu'il n'y a pas une grande ouverture par rapport à ces éléments. Et tout dernièrement, il y a tout un lot donc de thématiques que j'ai essayé d'investir. Je les ai remis à des éditeurs parce que j'avais entendu parler d'une foire donc destinée aux ouvrages d'enfants qui va se faire vers novembre. Immédiatement, donc j'ai exploité quelques thématiques. Donc je les ai proposées. C'était en cette optique-là. Donc je trouve que le coût est un élément qui permet d'accéder au plus grand public. Lorsque les lignes bougeront, je trouve que l'un des éléments essentiels donc, qui permettra d'arriver à cela, c'est d'abord le coût. Il y a la qualité. Il l'a dit. Quelquefois, vous touchez des ouvrages, vous faites comme ça, au bout de 1, 2, 3 manipulations, avant que vous ne finissiez le livre, ça se décolle. La qualité également est là. Il y a également le marketing. Le marketing, je dis souvent, en tout cas, d'un de mes éditeurs que je n'ai pas quitté, mais effectivement, je fais du dohantou entre les éditeurs. Donc, d'un de mes éditeurs, je lui disais, mais si vous considérez que je suis un écrivain moyen, mais je suis un produit, mais rendez-moi meilleur, dites que je suis bon. Si vous dites que je suis bon, d'abord les gens vont se dire qu'il est bon, puisque vous croyez que je suis bon. Mais dites que je suis très bon. Donc, je dis déjà qu'il y a le marketing qu'il faut faire. Mais si vous-même, vous publiez quelque chose, vous êtes dans une foire, vous voyez le Britannique militaire qui passe, vous voyez par exemple, donc vous êtes avec un Ivoirien qui visite votre stand, vous avez un ouvrage qui parle de la crise ivoirienne, qui parle du Britannique militaire Charles Thioréré, mais c'est le meilleur moyen de rendre banal ce livre qui aurait pu être vendu rapidement à... Je parle de ça parce que on parle aujourd'hui d'échec et mat. Mais c'est pas parce que j'indexe l'éditeur, mais je donne un exemple simplement. Donc, c'est dit ça, si tu m'entends, si tu me vois, ne crois pas que je parle de toi, mais c'est simplement un exemple que je donne. C'est un ami. Donc ça veut dire que l'éditeur, il doit connaître le livre, il doit pouvoir vanter son produit, l'écrivain lui-même, également valoriser tout ce qu'il vend, tout ce qu'il fait. Ça aussi, c'est un élément, le marketing. Donc, je me dis, la présentation, quand je parle de la qualité, c'est aussi la couverture. C'est aussi le conseil sur le titre. Donc, Pharaon contre Négus, je veux éditer un ouvrage, Bruit de bottes au bord du Nil, Pharaon contre Négus. L'éditeur me dit, enlève Pharaon contre Négus. Et j'enlève parce que quand il me dit Bruit de bottes donc au bord du Nil, ça donne mieux. Immédiatement, je garde le premier versant, j'enlève ce qui était comme une explication. Ça aussi, c'est des éléments qu'un éditeur peut vous apporter. Donc, ça veut dire que c'est des éléments qui peuvent toucher le lectorat. Quand je vois effectivement un éléphant donc, qui est dans un pays de Luciole, par exemple, immédiatement, je me dis, puisque j'ai le privilège d'être édité par l'Harmattan et d'avoir une réduction en tant qu'auteur, dès que je vais à l'Harmattan, je vais acheter l'ouvrage de M. Touré. Parce que déjà, le titre m'attire. Je pense que tout ça également, c'est important. La manière dont Léopold a parlé de son ouvrage, le développement personnel,
immédiatement, je me dis, il y a moyen de m'élever plus haut que je ne suis. Par rapport à tout ce qu'il vient de dire dans cet ouvrage. Donc je pense que tout ça également, c'est une démarche d'auteur, mais c'est une démarche d'éditeur qui permet de toucher le lecteur. Multiplier également ce genre de plateau. Tu es un acteur culturel qui s'investit à fond dans ces choses-là. Les éditeurs eux-mêmes, ils doivent être dans ces entremises, donc développer le relationnel entre l'auteur et tout l'environnement. Je pense que tout ça également, ça permet de faire bouger les lignes. Donc les lignes ne bougent pas tellement, mais les lignes peuvent bouger. Mais il faut également que nos éditeurs y mettent du leur. Parce que quoi qu'on dise aussi, je pense qu'une bonne partie de ce qui est engagé comme retombée du livre, et d'abord la propriété de l'éditeur. Mais c'est vrai que puisque eux aussi ils nous connaissent, l'un vous dira c'est parce que vous avez écrit tel livre que la coopération allemande vous a appelé sur la base de ce que vous avez écrit, donc vous aussi vous en bénéficiez. Donc ça veut dire que le livre il peut vous amener loin. C'est vrai. Mais dans également cet ouvrage collectif, cette entreprise collective que vous menez avec beaucoup d'autres, vous avez le lecteur qui est en face de vous, vous avez l'éditeur qui vous accompagne, vous avez les libraires, mais souvent le moins bien loti, c'est l'auteur et le lecteur lui-même qui gagnerait à bénéficier des échanges, puisque nous sommes des gens qui avons cette, en tout cas, générosité, entre guillemets, de partager ce que nous pensons. Donc, le lecteur aussi, peut-être, voudrait bien savoir ce qu'il y a derrière le livre et échanger avec nous. Voilà quelques éléments de réponse que je voulais apporter par rapport à votre question. Merci, M. Ndiaye. Vous avez eu envie de rebondir là-dessus également? Oui, mais moi, je pense que les lignes reculent. Les lignes bougent, mais elles reculent. Elles reculent et pour moi, je pense que il y a une cause à cela. Et j'indexe d'abord l'utilisation qu'on fait maintenant des réseaux sociaux, qui font que aujourd'hui, je le disais à un ami, moi, contrairement à M. Touré, moi j'écris très long. Bon, c'est parce que des fois j'aborde des thématiques quand même qui demandent développement. Je mets dans le groupe des amis d'enfance, je mets un texte de développement personnel. Automatiquement, il m'appelle, il me dit, toi là, tu penses qu'on te lit? On ne te lit pas parce que toi tu es trop long. Mais un autre envoie un message, il dit, en tout cas moi je te lis chaque matin, je lui dis, voilà, tu vois, toi tu ne me lis pas, mais il y a d'autres personnes qui me lisent. Parce que le problème aujourd'hui c'est que si vous n'avez pas la capacité de lire une demi-page, comment pouvez-vous lire un livre? Et c'est ça le principal problème. Je dis souvent aux gens, moi je n'ai pas besoin de félicitations, j'ai besoin que vous achetiez mon livre. Mais on te dit, félicitations, vraiment. Non, je n'en ai pas besoin. Achetez mon livre. Parce que pourquoi dans d'autres pays, il y a des écrivains qui ne font qu'écrire et qui gagnent bien leur vie uniquement avec leurs livres et qu'on ne peut pas le faire au Sénégal? Au Sénégal, on écrit par plaisir et par passion. Mais si c'est vraiment pour gagner de l'argent, il faut aller faire autre chose. Parce que cette tradition de lecture, ça n'existe plus maintenant. Avec l'électronique, encore, ça c'est un autre problème, le livre électronique, qui est venu, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité de télécharger votre livre sans pour autant que vous ne le sachiez. Maintenant, je dis que ce n'est pas encore la mort du livre papier, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent toujours tenir un livre entre les mains, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel problème par rapport quand même au marché. Je sais que le marché est là, le marché existe. Parce que quand nous voyons les écoles que nous avons, les lycées, l'université, etc. Moi, je pense que, et ça, l'État est un peu responsable également par rapport à cela. Il y a une réorientation quand même qu'on doit faire dans le domaine de l'éducation pour pousser beaucoup plus les gens à lire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bibliothèque presque. Et à l'époque, je me rappelle très bien, moi j'avais une carte de bibliothèque. En 6e, avant la fin de l'année, j'avais lu la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, le club des 5, le club des 6. J'avais tout lu. Mais ça n'existe plus maintenant. Mais aujourd'hui, moi je pense que l'autre chose, c'est qu'au niveau des programmes scolaires, pour que ce marché-là puisse exister. Mais il y a des ouvrages. Moi, j'ai appris cet ouvrage-là à l'école. Aujourd'hui, nos enfants, c'est ce qu'ils apprennent. Mais pourquoi on ne prend pas échec et maths, on le met dans le programme sénégalais? Je ne jette pas la pierre à ces auteurs qui ont écrit ces ouvrages, qui ont écrit d'excellents ouvrages. Mais je dis souvent,
qu'on se focalise tellement sur des écrivains qu'on oublie qu'il y a même des écrivains qui peuvent être meilleurs qu'aujourd'hui. Et ça également, il faut qu'on fasse cette réorientation. Pourquoi on ne prend pas un éléphant au pied de l'échelle, on le fait en seconde, ou bien en troisième ou en quatrième? Ça également, c'est un autre combat. Donc pour moi, le marché existe, mais il y a cette volonté qu'il doit y avoir, que les maisons d'édition également doivent faire leur travail du point de vue marketing, du point de vue communication, pour que quand même ces ouvrages-là puissent être connus du public. Est-ce que on a le sentiment aujourd'hui que malgré le fait d'être dans une maison d'édition, on finance tout seul, on finance toujours sa publication, ses publications, les livres. Vous avez eu la chance d'être financé par l'État. Qu'est-ce que ça fait? Quelle différence ça fait de façon concrète? Est-ce que ça vous motive davantage? Parce qu'à un moment donné, on va dire, bon... j'ai pas trop d'efforts à faire, je suis appuyé, voilà. Est-ce que celui qui n'a pas cet appui-là fait plus d'efforts que l'autre? Merci Judith. Je précise quand même que moi, j'ai pas bénéficié de passe-droit pour avoir les subventions du fonds. Voilà, c'est parce que les gens ont jugé que l'œuvre était peut-être de qualité qu'ils ont décidé de financer. Voilà, ça c'est une précision. Mais pour en revenir au débat, je pense quand même que l'État a fait beaucoup d'efforts. Certes, tout n'est pas parfait, mais il y a déjà un fonds d'aide à l'édition qui existe. Il y a beaucoup de pays, ça n'existe pas. Je rappelle qu'en 2000, le fonds d'aide était à 60 millions. Quand le président Abdoulaye Wade est venu, il l'a porté à 600 millions. C'est d'ailleurs à partir de ça que beaucoup de maisons d'édition se sont créées. Et que les publications, vraiment, quelqu'un me disait hier, à un moment, on est arrivé jusqu'à 300 titres par an. C'est quand même beaucoup. N'est-ce pas? Actuellement, le fonds a augmenté. Le président Macky Sall même avait décidé de le porter à 1 milliard. Bon, ça c'est déjà quelque chose. Le ministère de la Culture, notamment la direction de la lecture, qui gère ce fonds-là, fait quand même des efforts. Je vous dis, il y a beaucoup de maisons d'édition qui bénéficient du fonds. Il faut quand même rappeler que les maisons d'édition sont censées être des entreprises privées. Ah oui? Les gens oublient. Les maisons d'édition sont censées être des entreprises privées, donc qui devaient être autonomes et qui bénéficient malgré tout de subventions de l'État, parce que tout simplement, le livre est aussi un produit qui n'est pas forcément d'abord un produit commercial, mais qui doit être mis à la disposition parce que c'est un produit culturel qui doit être accessible. Je relativiserai peut-être un peu ce qu'a dit M. Ndiaye sur les bibliothèques. Il y a quand même des bibliothèques. Il y a d'autres infrastructures comme les centres de lecture et d'animation culturelle qui sont disséminés au Sénégal. Il y a presque 20 CLAC qui sont dans des villes moyennes comme Joal, voilà, comme à Marsassoum, enfin dans des villes moyennes comme ça, voilà, et qui sont beaucoup fréquentées par les élèves. D'ailleurs, la direction du livre avait fait une enquête et s'était rendu compte que la plupart des élèves qui fréquentent ces CLAC avaient de meilleurs résultats dans les examens. Donc je pense que sur ce plan, il ne faut pas désespérer. Certes, tout n'est pas parfait. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que le secteur du livre, c'est un secteur qui doit être professionnalisé. Voilà, ça tous les maillons de la chaîne doivent être professionnalisés. C'est ça qui manque. Vous, par exemple, ce que vous faites là, vous faites un peu un rôle de diffuseur. Voilà. Vous faites un rôle de diffuseur parce que vous aidez les auteurs à faire connaître les ouvrages auprès d'un certain public. Voilà. Vous m'aviez invité une fois au Mariste. Voilà. Ce que les diffuseurs font, ils vous invitent dans les écoles. Moi, j'ai fait, bon, c'est vrai que moi, j'ai peut-être pas beaucoup de temps parce que je suis dans l'administration, mais il m'est arrivé d'aller dans les écoles. Je suis allé au Maris, on m'a invité à Guédiawaye, on m'a invité au lycée de Pékin-Est, je suis allé à Yeumbeul. Voilà, tout ça, ça permet d'abord d'échanger avec les élèves qui sont le premier public. Voilà. Et c'est ça qu'il faut multiplier, en fait. Aller à l'université. Mais il faut aussi, par contre, je suis d'accord avec ce que M. Ndiaye disait sur les programmes scolaires. Effectivement, les programmes scolaires bougent très peu. C'est vrai qu'il n'est pas normal, malgré la qualité des auteurs, que nous-mêmes, quand nous étions au lycée, qu'on étudie les mêmes ouvrages, que les élèves actuels parfois étudient les mêmes ouvrages parce que la société évolue. Le regard sur la société évolue. Voilà. Donc je pense que, bon, je sais qu'au niveau du ministère de l'Éducation, notamment au niveau de l'INEAT, il y a un travail qui est en train d'être fait pour réviser
les programmes scolaires. Bon, peut-être c'est peut-être un peu lent, mais je crois qu'on va y arriver, quoi. Parce que quand même, quand on parle de l'état sénégalais, beaucoup de gens pensent à Aminata Sow Fall, Mariama Ba, Cheikh Hamidou Kane, voilà. Beaucoup de gens pensent que l'état sénégalais s'est arrêté là. Alors que depuis lors, il y a eu beaucoup de générations. Et dans toutes les générations, il y a des ouvrages de très grande qualité. Voilà, jusqu'aux nouveaux, jusqu'aux jeunes comme Bougar Sarr, comme Khalid Diallo, comme Falia. Voilà, tous ces jeunes-là qui sont très bons et qui obtiennent parfois des distinctions à l'international. Donc je pense qu'il faut professionnaliser le secteur. Il faut aussi qu'il y ait une critique littéraire. Voilà, parce qu'on ne peut pas écrire sans critique littéraire. Et une critique littéraire professionnelle et objective. Parce que malheureusement au Sénégal, le mot critique, ça fait hérisser le poil. Voilà. Parce que quand j'écris quelque chose, quelqu'un dit, je ne dis même pas du mal, mais il dit que bon, c'est moyen, j'en fais un ennemi. Voilà. Ça ne peut pas marcher comme ça. Exactement. Dans certains pays, il y a des critiques qui sont des autorités. C'est-à-dire que quand vous sortez un ouvrage, dès que tel critique dit une ligne, vous avez la possibilité de vendre 100 000 exemplaires. Il suffit qu'ils disent une ligne. Parce que ce sont des autorités. Voilà, le parole pèse. Ça manque dans notre espace. Voilà. Les maisons d'édition aussi, parfois aussi ne jouent pas le rôle, pas totalement le rôle de communication autour du livre. Parce que parfois, si vous avez la chance de bénéficier d'une séance de dédicace, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais au-delà de la séance de dédicace, qui est un moment où peut-être les gens invitent la famille, pas forcément d'ailleurs des lecteurs. C'est souvent la famille, les amis, on vient, on chante vos louanges, on dit que bon, vous êtes yow da nga baax, li kay bett nu, xam nañu, voilà, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas des lecteurs. Voilà, donc il faut vraiment, le lectorat existe. Maintenant, il faut multiplier les stratégies pour arriver au lectorat. En jouant aussi avec les nouveaux supports, que sont les réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas faire une dichotomie, une séparation, un départ entre le livre physique et le livre électronique. Et entre les supports de communication traditionnels et les supports, il faut investir TikTok, il faut aller sur Facebook. Voilà, il faut dépoussiérer la communication sur le livre. Il faut aussi que nos médias jouent leur rôle. Certes, il y a des émissions littéraires, comme par exemple Sarah Khan sur la 2S, Papa Alussar sur ITV, Alioune Ndiaye sur la RTS, mais c'est peu. C'est peu. Voilà. Et encore, même ces émissions-là aussi, ce sont des approches traditionnelles du livre. C'est-à-dire, on invite un auteur, on dit, on parle des thèmes. Mais si on va sur les réseaux sociaux, on peut créer des vidéos de 2 minutes, n'est-ce pas, d'1 minute, où on va lire quelques passages, on va présenter de manière extra. Ça va parler à un public beaucoup plus large. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire peu d'imagination. Il faut aussi que le livre arrive dans les entreprises. Pourquoi les banques n'achèteraient pas des lots de livres qui donneraient à le cadre? C'est pas parce qu'on est dans une banque qu'on ne doit pas lire, n'est-ce pas? Il y a certains banquiers même qui sont des écrivains. Voilà. Il y a d'autres milieux professionnels, d'autres entreprises, nos grandes entreprises, comme le port autonome de Dakar, la Sénélec, etc., doivent pouvoir acheter des livres. Voilà. Non seulement pour leur propre cadre, mais pour distribuer. Voilà, parce que les gens peuvent acheter des maillots pour donner à des équipes. Ils peuvent aussi bien acheter des livres pour distribuer, surtout quand ils font la politique. Ah oui, pourquoi pas donner à des jeunes. Donc je pense qu'il faut faire peu d'imagination et puis en tout cas essayer de voir partout ce qui est possible de faire, quoi. Et puis il y a aussi l'autre volet, c'est les prix littéraires. Il faut aussi en créer. Parce que ça booste aussi. Voilà. Mais évidemment, un prix littéraire aussi, il faut qu'il soit crédible. Pour qu'il soit crédible, il faut que le jury soit crédible. Voilà. Parce que c'est le jury qui fait la crédibilité d'un prix littéraire. Voilà. Qu'il n'y ait pas de copinage, qu'il n'y ait pas tout ça. Voilà. Certes, par exemple, au Sénégal, il y a eu le grand prix chef de l'État. Bon, malheureusement, ça n'a pas été donné depuis 2017. Bon, il y avait une détention importante. Parce que le grand prix chef de l'État, c'est quand même 20 millions pour le lauréat. Ça, c'est important. Voilà. Donc tout ça, bon, le prix Cénacle, moi, que j'ai gagné en 2021, ça a été créé. Bon, ils ont vraiment fait un grand travail. Ils ont fait une manifestation au Pullman en invitant Pape Cheikh. Vraiment un grand truc. Voilà. Il y avait un prix pour le roman, un prix pour la nouvelle et un prix pour la poésie. Voilà. Bon, moi, ça a permis quand même. Bon, je pense que quand j'ai eu le prix avec le super-héros, je pense qu'il y a eu quand même quelques ventes. Voilà. On m'a invité même au Salon du Livre d'Abidjan.
lorsque le Sénégal a été pays invité d'honneur en 2022. Donc ça donne quelques ouvertures, quoi. Mais il faut que, par exemple, les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, Sénélec, Port Autonome Dakar, d'autres entreprises, la LONAS, mais peuvent parrainer des prix. Parce que dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Parce que parfois, l'initiative privée, ils n'ont pas toujours de moyens. Ce que l'État apporte, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut que les entreprises puissent parrainer des prix. Voilà, parrainer des prix, comme ça existe ailleurs. Quelques questions avant qu'on ne clore cette discussion. Merci beaucoup à vous, chers panélistes. En tout cas, j'avoue que j'ai beaucoup appris en vous suivant ce soir. Moi, j'ai quelques questions d'abord à M. Ba. Vous dites que vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, soit en co-auteur avec d'autres personnes ou vos propres ouvrages. Sur le plan financier, est-ce que vous pensez que cela aurait été mieux si c'était vous-même qui vous étiez édité vous-même et que vous vendiez vos livres? Ça, l'autre question, j'adresse à tous les panélistes. Est-ce que éditer avec une maison d'édition ne rend pas plus cher le livre? Parce que la maison d'édition, c'est quand même une entreprise privée, c'est du marketing, ils cherchent de l'argent. Est-ce que si on publie avec une maison d'édition, le fait que la maison cherche son bénéfice, cela ne rend pas très cher le livre? Déjà on se dit n'avoir pas assez de moyens pour l'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on va débourser 10 000 francs, 14 000 francs pour acheter un livre? Monsieur Ndiaye, vous avez dit que peu de maisons d'édition font aujourd'hui de la communication sur les livres. Est-ce que si les maisons d'édition elles-mêmes financent le livre, elles vont se refuser de faire de la communication sur le livre? Ou bien vous voulez dire que même si elles financent le livre, elles partent les déposer seulement dans une librairie et s'en fichent? Je m'adresse également à vous parce que vous dites que vous êtes allé d'abord vers des maisons d'édition qui vous ont demandé une somme faramineuse, que vous pensez que ça pourrait vous permettre d'éditer beaucoup d'exemplaires du livre. Et vous êtes vous-même devenu une maison d'édition, si je peux m'exprimer comme ça. Est-ce que vous pensez que le reproche que vous faisiez aux maisons d'édition avant, vous pensez que les auteurs qui viennent à vous aujourd'hui font la même remarque? Merci. Effectivement, c'est intéressant d'avoir, en tout cas de réfléchir dans ce sens. C'est pas 22, c'est 18. J'ai publié 18 ouvrages pour être plus précis et ne pas m'attribuer ce qui n'est pas exact. Forcément, si j'avais publié moi-même, certainement j'aurais eu la totalité des droits. Mais je ne le regrette pas non plus parce que j'estime que dans cette vie, en tout cas dans ma conception, il y a des gens plus compétents qui sont vraiment des professionnels de l'édition à qui j'ai confié les ouvrages et qui me permettent aussi d'être plus à l'aise par rapport à un certain, en tout cas de mieux gérer mon temps puisque je fais autre chose et peut-être je n'aurais pas pu faire la même chose, travailler dans un domaine professionnel, écrire. Dans mes samedis et dimanches ou bien quand je suis chez moi et vouloir encore embrasser ce métier d'éditeur, c'est pas évident. Donc je pense que c'est important aussi de faire vivre le livre à travers les autres chaînons du livre. Effectivement, c'est important aussi, je trouve, tout ce que l'on fait autour du livre, mais l'un des éléments les plus importants qui aurait pu donner de la valeur, et quand je parle de la valeur, c'est vraiment le mot pris dans le plein sens du terme ou bien dans tous les sens du terme, c'est la critique littéraire. Mais la critique, il faut la nourrir. Déjà, je me dis qu'il y a un rôle que ceux qui sont à l'université devraient pouvoir investir. C'est les profs de français, c'est les profs de littérature qui, eux, sont vraiment dans leur domaine. Ils auraient pu critiquer les ouvrages, se faire vraiment un nom dans le domaine, être reconnus de par leur sérieux, de par leur rigueur, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque dans ce pays. Le fait de pouvoir réellement jurer du sérieux de ceux qui investissent certaines fonctions, ceux qui s'érigent réellement en quelquefois censeurs, quelquefois en donneurs de leçons.
c'est lorsque la neutralité est là, lorsque la rigueur est là, lorsque le sérieux est là, que la réputation se fait et que finalement votre parole donc a du poids. On n'en a pas beaucoup malheureusement qui s'exercent dans ce métier de la critique. Il y en a de très bons, mais qu'on n'entend pas souvent parce que peut-être il y a beaucoup d'ouvrages qui se publient et ils auraient pu être un nombre critique, en tout cas ils auraient pu faire une masse critique qui aurait aidé. Mais je pense également que nos journaux, si eux qui sont également dans l'écrit avaient valorisé la littérature, avaient des critiques, des journalistes culturels qu'ils appointent et qui font ce travail-là également, nos ouvrages auraient pu aller loin. Et également les auteurs donc se retrouver dans vraiment ce schéma qui est aujourd'hui établi. Je pense également qu'il y a des efforts à faire au niveau des associations des écrivains. Nous sommes quand même le pays de Senghor, le pays de Birago Diop, le pays de Abdoulaye Sadji et la littérature sénégalaise, c'est une littérature qui a été longtemps entendue très loin, qui a traversé les frontières, qui s'est fait sa réputation. Et ces grands noms dont on parlait jusqu'à présent, ils résonnent donc dans les oreilles de tous les Africains au niveau universel. Mais si on prend nos associations en général, qui doivent être également ancrées dans la modernité, un répertoire des auteurs sénégalais, par exemple, avec les genres dans lesquels ils s'investissent, avec les ouvrages qu'ils ont publiés, avec donc les prix auxquels ils ont été pour lesquels ils ont été choisis. Je pense que tout ça également, c'est le b.a.-ba, dans n'importe quel domaine que vous investissez. Ça, on n'a même pas besoin de vous dire de le faire pour que vous le fassiez. La parole également de l'écrivain, de l'association, je pense, elle aurait pu encore, des associations en général, elle aurait pu encore peser plus si vraiment tout ce qu'on dit à propos de n'importe quel corps de métier au Sénégal que l'on prend, donc toutes ces valeurs de neutralité, de rectitude, de courage, d'abnégation, d'engagement, on les retrouvait plus. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais si on les retrouvait plus, je pense que même sur les problématiques sociales qui engagent le développement de l'État, qui quelquefois également engagent des protagonistes dans une voie sans issue, tout cela également aurait pu être, en tout cas faire l'objet de médiation. Quelquefois, on aurait pu s'investir. Il est arrivé, par exemple, que je vois un texte signé d'une association, par exemple, alors qu'on ne m'a pas, en tout cas que je n'ai pas été au courant, vous voyez. Alors que moi, je ne pense pas comme cela. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de sérieux à rechercher au niveau de tous les acteurs. Donc ça, c'est la vie qui est comme ça. On va chercher, on va s'améliorer forcément. Et je pense que ce genre d'émission également contribue à cela. Voilà ce que je voulais apporter par rapport à vos deux questions, auxquelles je donne une réponse unique pour embrasser ce champ que vous avez investi. Monsieur Ndiaye. D'accord. Donc, pour la première question, est-ce que si les maisons d'édition avaient investi leur argent, ils s'investiraient plus dans la communication et le marketing? Bon, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que je ne dis pas que toutes les maisons d'édition ne le font pas. Certes, il y a des maisons d'édition peut-être qui le font, mais ce que je sais, c'est que qu'on investisse ou non ces sous pour éditer un livre, je pense que la première communication doit venir quand même de la maison d'édition. C'est elle qui doit s'investir d'abord à vulgariser l'ouvrage qu'il a édité, et l'auteur aussi devra mettre quand même un peu de sien. Donc c'est vraiment les deux parties qui doivent s'investir. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, et c'est triste de le constater, on a comme l'impression que dès que votre ouvrage est placé dans les plus grandes librairies au niveau de Dakar, là c'est terminé. Maintenant, est-ce que ceux que j'ai dit me font le même reproche que j'avais fait aux autres? Non, en tout cas, je ne l'ai pas encore entendu. Parce que tout ce que j'ai édité pour le moment, je n'ai pas encore touché un seul franc. Et ça, je le dis, et peut-être qu'ils me suivent, ils ne me suivent pas. Un seul franc, je ne l'ai pas touché. Le dernier livre que j'ai édité, c'est celui dont je parlais sur l'histoire du Sine. C'est l'auteur lui-même qui a investi son propre argent et on a édité le livre. Donc, je ne lui ai rien demandé. Je vendais une partie, il vendait une partie. Tout ce que je vendais, je lui versais intégralement. Aujourd'hui, il reste 4 exemplaires. Jusqu'à présent, un seul franc, je ne l'ai pas reçu et je ne lui ai pas demandé cela. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que je vais continuer à faire comme ça pour tous? Peut-être pas.
Mais ce que je sais, c'est que les conditions pour lesquelles j'ai quitté les maisons d'édition pour créer ma propre maison d'édition, je ne peux pas quand même l'imposer aux autres. Parce que pour moi, la maison d'édition, je ne l'ai pas créée à but lucratif, parce que je suis dans autre chose. Je fais autre chose. La maison d'édition est dans une organisation qui fait autre chose. Donc pour moi, c'est juste, je le fais juste un support pour quand même pouvoir aider surtout les jeunes. Et c'est ça mon principal objectif, surtout les jeunes qui écrivent, qui veulent s'éditer et qui ne le peuvent pas. Mais l'objectif, en réalité, ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'est possible. Hein? C'est vrai qu'on a parlé du coût du livre, qui peut être un problème. Bon, mais le coût aussi est fixé par la maison d'édition qui est une entreprise en fonction du marché. Bon, ça je pense que c'est très difficile d'intervenir parce que parfois si vous publiez un ouvrage qui fait 500 pages, il y a de fortes chances que le livre soit encore beaucoup plus cher. Voilà, bon, pour des raisons mécaniques. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, évidemment, ce qui peut, je ne dis pas contribuer à rabaisser le coût, mais en tout cas rendre les livres accessibles, c'est toutes les initiatives qui sont prises, notamment par l'État, en mettant en place un fonds d'aide, en achetant les livres, parce que ça aussi l'État le fait, avec la direction du livre. Il peut, même s'il ne finance pas, par exemple, il peut acheter des lots pour distribuer ça dans les librairies du Sénégal, plutôt dans les bibliothèques à l'intérieur du pays. Voilà. Et c'est ça. Mais moi, vraiment, je pense que le fond du problème, c'est l'accessibilité du livre. Il faut que le livre... parce qu'il y a quand même des clichés qui courent. Par exemple, quand on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est pas totalement vrai. Les jeunes lisent, mais parfois, ils n'ont pas accès aux livres. Voilà. Et parfois, pas toujours aux auteurs. Je vous raconte une anecdote. Lors de la dernière journée du livre, le 23 avril, la direction du livre avait amené une écrivaine. Bon, je ne vais pas citer son nom, mais c'est une écrivaine. Elle l'a amenée dans une ville moyenne, à Sokone, pour qu'elle fasse une présentation de son livre. Et donc, quand elle est venue là-bas, toute la localité est venue, y compris les autorités, même les chefs traditionnels, etc. Et elle me racontait que les élèves qui étaient là lui ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient un auteur vivant. Voilà. Ça veut dire que pour eux, les auteurs, c'est des gens qui ont vécu au XVIIIe siècle, qui sont morts enterrés, quoi. Voilà. Ça veut dire que ça interpelle quand même. Voilà, ça interpelle. C'est très grave. Et donc, quand l'écrivain a fait sa présentation, bon, elle a dit, je travaille dans tel endroit, j'ai tel nombre d'enfants. Bon, ils les regardent comme ça parce qu'ils n'imaginaient pas qu'un écrivain est normal, qui travaille, qui a des enfants, qui fait la cuisine. Voilà, parce que, donc, voilà, ils ont une idée. Ça veut dire qu'il faut changer tout ça, quoi. Et rendre aussi bien les livres accessibles que les auteurs aussi accessibles. Et notamment, parce qu'à Dakar, quand même, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt à l'intérieur du pays, voilà, qu'il faut aller, quoi. Dernière question et après, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, rapidement, je vais remercier vraiment les organisateurs de cette activité qui est très importante, donc qui permettent aux auteurs de vulgariser leurs écritures. Donc, je pense qu'il faut vraiment multiplier ces genres d'activités. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, aussi féliciter les écrivains qui sont là. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous rencontrer, de participer à cette activité, aussi d'avoir beaucoup appris à travers votre présentation. Donc la question que j'avais à poser, c'est savoir comme pour les auto-audités, comment vous faites vraiment pour parvenir à votre cible, à amener le livre au public pour qu'ils puissent lire ça, comment vous faites pour les vendre. Donc c'est ça aussi ce que je voudrais vraiment poser, donc, cette question. Merci beaucoup. Donc on va répondre rapidement à cette question en disant un mot de fin. Personnellement, il y a d'abord la voie traditionnelle et personnellement, je n'hésite pas à aller au niveau des librairies pour vérifier est-ce que mon ouvrage est bien positionné. Et à chaque fois, je leur dis, en tout cas, moi, je voudrais bien, quand je rentre en librairie, voir mes ouvrages. Et à chaque fois, je ne me gêne pas pour dire à l'éditeur, mais vous êtes en train de mettre en vitrine un autre éditeur, alors que moi, je suis votre auteur. Je suis quand même de votre maison et ça je le fais souvent, donc je pense que ça déjà c'est un élément pour assurer le suivi. Un autre aspect également, c'est que sur les émissions par exemple, donc là également quand on m'invite je viens, Judith, donc des gens comme Judith, et je le remercie pour vraiment ces attentions qu'ils nous font. Il y a aussi les réseaux sociaux, je publie beaucoup sur Facebook des ouvrages que j'ai déjà publiés, j'en fais des extraits.
d'autres que je suis en train de publier. J'en fais également des extraits bien souvent. Il y a aussi le fait que je me cale souvent sur l'actualité, sur des faits divers. J'aime l'histoire. C'est des éléments d'accroche également. Comme je suis dans le thriller, j'essaie aussi par les techniques d'écriture d'installer un suspense pour que quand on lit, on ait envie donc de continuer. Pour ne pas en fait parler longtemps, voilà quelques éléments sur lesquels en général j'essaie de m'appuyer. Quelquefois aussi mes enfants qui me trouvent un peu vieux jeu, je leur dis de gérer mon Instagram, ce qu'ils ne font pas encore. Et bien souvent ils me critiquent. C'est pourquoi je leur dis, leurs amis qui lisent mes livres, ce sont vraiment les bons lecteurs. Eux, ils lisent un autre ami, en fait un autre confrère, Amidou Ba. Ils me disent les ouvrages d'Amidou Ba sont excellents. Je dis mais comment se fait-il que vous parlez d'Amidou Ba alors que votre papa lui-même... Mais papa, tu as des mots compliqués. Donc, c'est ce que me dit ma fille quelquefois. Donc, mais voilà, juste... Tu tombes beaucoup avec Amidou Ba. Qui est un homme extraordinaire. J'ai trop de ses ouvrages. Donc, pas parce que mes enfants me l'ont imposé, mais j'en suis un peu jaloux quand même, quoi. D'accord. C'est avec lui aussi on fait le développement personnel avec Amidou Ba. Ah oui. Voilà, pour moi, peut-être c'est un peu particulier puisque je n'ai pas mes livres dans les librairies. Peut-être les 4 premiers, il y avait 2 qui étaient en librairie mais qui sont épuisés maintenant. Mais pour le reste, la plupart des ouvrages sont pour le moment sous forme électronique. Maintenant, celui-là, c'est moi qui le vends personnellement. J'ai 2 points de vente, moi-même et mon épouse. Voilà. Donc, elle a une librairie. Donc, je place un lot chez elle, je place un lot chez moi. Soit tu achètes chez elle ou tu achètes chez moi. Il n'y a pas d'autre point de vente. Maintenant, comment faire pour que les autres puissent l'avoir? Bien, d'abord, moi, je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Notamment Facebook et WhatsApp. TikTok, je ne l'utilise presque pas. Mais Facebook et WhatsApp, la plupart des gens qui m'ont connu, d'ailleurs, m'ont connu à travers Facebook. Pas sous le nom de Léopold, mais j'ai un nom de guerre. Ngour Boukar Ndiaye. C'est ça mon nom de guerre. Voilà. Donc, en fait, je faisais comme M. Ba. Moi, j'écris beaucoup de chroniques que je vais d'ailleurs publier. Je n'ai pas encore publié. Mais, par exemple, pendant les vacances, je fais quelques extraits, épisode 1, épisode 2. Et surtout, les enseignants, ils me suivent beaucoup. Ils sont commencé à me dire, mais les chroniques, elles ne reviennent pas. Je dis si ça va revenir, mais je laisse un peu le suspense aussi. Voilà, donc c'est par les réseaux sociaux surtout que je me fais connaître, mais également j'ai investi beaucoup de plateaux de télévision, de radio, etc., où j'ai parlé de mes ouvrages. Mais j'ai également ma chaîne YouTube. J'interviens dans la chaîne YouTube en faisant soit des thématiques qui sont dans l'ouvrage ou bien en présentant un ouvrage. Je fais également un peu le livre audio. Donc, en prenant un extrait, un chapitre de livre, je le lis moi-même et je le balance à travers les groupes, etc. Voilà, donc j'utilise plein de techniques et c'est pourquoi je disais que quand même les maisons d'édition, elles sont quand même un peu vieux jeu. Pourquoi? Mais une maison d'édition doit pouvoir avoir, par exemple, un lecteur ou une lectrice qui pourra prendre un chapitre d'un livre, le lire et le balancer dans les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est possible. Voilà, donc pour ne pas être trop long, je vous remercie pour l'invitation. Et je pense que ça, c'est une très belle initiative. J'espère que vous viendrez chez moi dans mon village. On va faire une émission là-bas. Oui, tout à fait. En tout cas, ne vous inquiétez pas, en tout cas pour le coup. On va s'entendre. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je pense que quand j'écoute M. Ba et M. Ndiaye, je suis admiratif. Parce que moi, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Et j'ai peur de la télé. Donc, voilà. Donc, je pense que je ne suis pas un très bon vendeur. Moi, dans mes livres, je passe mon temps à les donner au lieu de les vendre. Voilà. Dès que quelqu'un parle, je lui donne. Parce que finalement, je me dis que l'essentiel, étant donné qu'on ne peut pas s'enrichir, sauf miracle, l'essentiel, c'est d'avoir du lectorat. Voilà, donc tant que je peux, donc je donne pour avoir que les gens puissent lire. D'autant plus que je suis dans un genre, la nouvelle qui n'est pas très populaire. Les gens préfèrent souvent le roman. Bon, quand vous écrivez de la nouvelle, bon, même les maisons d'édition sont parfois réticentes à publier de la nouvelle. Voilà, parce qu'ils ne savent pas si ça va se vendre ou pas. Donc c'est ça, quoi. Bon, pour ce dernier livre, j'ai fait un tout petit effort, parce que quand même, j'ai publié quelques extraits sur Facebook. Voilà, parce que les extraits, c'est important. Et voilà. Souvent, les gens n'y pensent pas. Les extraits, si vous passez 2 heures à parler d'un livre et qu'il n'y a pas un extrait qui est lu, c'est presque nul.
Voilà, c'est les extraits qui donnent l'envie de lire, surtout quand ils sont bien choisis. Donc ça c'est important. Donc bon, moi je pense que vraiment l'essentiel c'est d'abord un lectorat. Voilà. Maintenant, si demain, par extraordinaire, parce que aussi la destinée d'une œuvre d'art, on ne peut pas savoir. Hein. Ouais, vous pouvez écrire un livre aujourd'hui qui ne se vend pas du tout. Dans 10 ans, il peut y avoir un événement imprévu qui vient, vous allez vendre 100 000 exemplaires. C'est déjà arrivé. Donc, on ne peut pas savoir la destinée d'une œuvre d'art. Donc, c'est ça. Vraiment, je tiens à remercier Judith, à remercier mes confrères et tout le public qui est là présent. Et puis à dire que le livre n'est pas un produit comme un autre. Voilà, je pense que si on considère le livre qui n'est pas un produit comme un autre, et puis rester aussi dans une dynamique positive. Voilà, parce que nous tous, on est appelés à collaborer ensemble, que ce soit éditeur, lecteur, écrivain, critique, diffuseur. Donc, on est tous embarqués dans la même barque. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est qu'on soit dans une dynamique positive, quoi. Voilà ce que je tiens à dire et à vous remercier encore. Donc, merci à tous pour cet échange. Vous pouvez retrouver donc L'éléphant perdu au pays des Lucioles de Magaï Touré à l'Harmattan ou dans les librairies. Également, Léopold Ndiaye qui était avec nous aujourd'hui. La voix de la réussite que vous retrouvez exclusivement dans ses propres espaces. Et Cheikh Emad, Mr. Président de Oumar El Foutiouba, que vous retrouverez à Edissal, dans les librairies également. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. Merci infiniment à Loman Art qui nous reçoit en ces lieux. On se retrouve très prochainement pour un autre café littéraire. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt sur Art Plus TV Channel. Merci.